Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. The last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 362 du podcast John Actuel Mattei. Très heureux de vous retrouver pour le débrief de la deuxième semaine de NFL en 2020. Raphaël Masmejean, bonjour. Salut. Raphaël, on est donc réunis, on est à deux cette semaine. Alors on prévient, personne d'autre n'était prévu au planning avant les matchs. On dit ça parce que certains pourront peut-être déduire que Grégory s'est désisté pour ne pas parler de la rencontre dont on va parler en premier et du désastre Falcons, puisque évidemment on va parler d'une humiliation, d'un sommet de football et d'une belle surprise au programme des affiches de la semaine. On débriefe donc toute la semaine 2. Le programme, il est aussi simple que ça. Vous l'avez peut-être entendu, le jingle, il a commencé à partir pendant que je parlais. Et c'est donc parti. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. On est parti sur les matchs de la deuxième semaine de la saison NFL. Je m'excuse si on a peut-être entendu les notifications pendant l'intro aussi. J'ai souvent un mal fou à enlever les notifs du chat de la rédaction pendant que je bosse. Les Cowboys 40, les Falcons 39. Rentrons dans le vif du sujet. Raphaël, Atlanta menait de 9 points à 2 minutes de la fin. Sur les 15 dernières années, seulement 2 équipes avaient réussi à remonter un écart de 2 scores en moins de 2 minutes et à gagner dans le temps réglementaire. On peut aussi dire qu'Atlanta menait de 20 points dans le premier quart, 20-0. Atlanta n'a pas perdu le moindre ballon, mais ils ont perdu ce match. Sur un niveau de 1 à 10, on est à combien sur l'échelle de l'impardonnable ? 10. Là, c'est quand même c'est absolument impardonnable. Il y a leur passif pas si lointain d'une grosse déconvenue dans un match ô combien plus important qui aurait dû quand même laisser des marques suffisantes pour pas retomber dans ce genre de travers. Et puis, surtout, il y a cet onside kick non recouvert par l'équipe spéciale qui est absolument impardonnable à ce niveau-là. Enfin, que t'aies un joueur potentiellement de l'équipe qui s'en mêle un peu les pinceaux dans la règle et qui saute pas sur le ballon, très bien. Mais que tous le regardent comme ça, c'est... Alors, je vais le dire tout de suite. D'ailleurs, c'est un peu injuste parce que vous verrez que sur la pochette de cet épisode, on a mis Matt Ryan et notamment aussi sur la une du site. En fait, Matt Ryan est humilié à cause des autres, souvent. Ouais. C'est pas vraiment de sa faute, clairement, sur ce match. On peut pas en vouloir une équipe qui met 39 points en attaque. C'est ça. Enfin, tu vois, à ce niveau-là, tu peux plus leur en vouloir, quoi. Non, clairement. Et c'est pour ça que je dis ça. En fait, la défense est lamentable. 570 yards encaissés. On rappelle que Dad Quinn est un coach défensif. 445 yards à la passe pour Dallas, 125 au sol. Donc déjà, de base, tu peux difficilement survivre à tant de médiocrité défensive. Ouais. C'est aussi simple que ça. Mais surtout, tu l'as dit, là où le coach doit quand même être foutu dehors sur le champ, c'est pour l'erreur de l'onside kick. Comment tu as 4 mecs qui regardent le ballon en attendant qu'il fasse 10 yards alors qu'ils ont le droit de le recouvrir. On rappelle donc ce qui s'est passé à ceux qui n'ont pas vu le match. Onside kick de Dallas en fin de rencontre pour essayer de récupérer le ballon une dernière fois. Onside kick qui a très peu de chances de réussir avec les règles qui ont été modifiées depuis l'an dernier ou l'année d'avant, je ne sais plus. Au moment où le ballon est frappé sur un onside kick, l'équipe qui frappe, donc Dallas, doit attendre qu'il ait fait 10 yards pour pouvoir le recouvrir. Mais l'équipe qui reçoit, donc Atlanta, n'a pas à attendre qu'il ait fait 10 yards. Greg Zuerlein frappe cet onside kick, le ballon est à ras de terre, il tourne, mais lentement, relativement. Il n'y a pas un très haut rebond comme on peut voir parfois ou quoi que ce soit. Et les joueurs d'Atlanta restent autour avec les joueurs de Dallas qui sont à côté, qui eux attendent pour une bonne raison. Et les mecs attendent. Et au 10 yards, ils se jettent dessus comme les autres. Sauf que c'est Dallas qui l'a eu. C'est une crampe de cerveau qui est
incroyable, mais ça revient au coach, quoi, la préparation de ces joueurs dans ces cas-là. Tous les grands coachs insistent sur les détails, y compris les équipes spéciales. Et là, tu es exactement là-dedans, quoi. Non, mais d'ailleurs, juste au passage, avant de revenir sur le coach, bravo aux joueurs de Dallas, parce que moi, potentiellement, en voyant que l'adversaire n'allait pas sur la balle, eux aussi auraient pu friser en se disant, mais attends, pourquoi ils y vont pas, nous non plus, on doit pas y aller, tu vois, ils auraient pu avoir un freeze général. Donc, quand même, bravo là-dessus. Mais sinon, oui, je te rejoins, ça vient forcément du coaching pour qu'à un tel niveau, les joueurs soient pas prêts à faire la bonne action. Alors, ils ont sans doute été un peu surpris par la façon de taper de Alex Overland qui était un peu original. D'habitude, on tente un peu un ballon en cloche pour laisser le temps que ça fasse 10 yards, laisser le temps à son équipe d'arriver. Là, c'est vrai qu'en frappant tout de suite à ras de terre, c'était peut-être un peu déstabilisant, mais enfin, bon, en plus, c'est des joueurs d'équipe spéciale, donc c'est quand même pas la première fois, à mon avis, qu'ils ont dû voir cette phase de jeu. C'est quelque chose qui est forcément à minima travaillé. Non, c'est problématique. Après, comme tu as commencé à l'évoquer, de toute façon, ça fait quelques temps qu'il y a quand même des soucis de coaching avec Dan Quinn, qu'on a des interrogations, qu'il y a des… C'est assez incroyable, hein, comment je lisais hier qu'apparemment, il est proche du proprio des Falcons. Je ne sais pas proche à quel point en termes de dossier ou de trucs comme ça sur lui, parce que là… Non, mais déjà, l'an dernier, il sauve sa tête d'une manière quand même assez improbable parce qu'ils font un début de saison qui est quand même assez catastrophique aussi. Il n'y avait pas grand-chose. Là, ils se font massacrer sur son secteur de jeu. Donc, au bout d'un moment, je ne comprends même pas ce qu'il peut apporter de plus. C'est-à-dire que si on disait, bon, il est coach défensif, sa défense est très très forte, mais l'attaque est lamentable, bon, ok. Mais là, c'est tout l'inverse en plus. Donc, je ne sais même pas quelle est la plus-value d'avoir aujourd'hui Dan Quinn. Bon, voilà. Sans bouffer trop le débat de jeudi, parce que Raoul et Greg parleront de ça justement et des coachs en danger, et je pense évidemment qu'ils parleront de Dan Quinn, hein. On vous fait une petite preview là dans cette émission, mais en tout cas, pour rapporter ça à ce match-là, clairement c'est scandaleux, et on le disait, Matt Ryan derrière qui fait 24 sur 36, 273 yards, 4 touchdowns, aucune interception, Calvin Ridley qui fait un boulot de receveur numéro 1 formidable, donc ils ont un vrai duo. En plus, Julio Jones c'est limité, donc il a une douleur aux ischios, on le sent qu'il traîne un peu la patte. Ouais, ils ont même leur autre receveur la troisième année, Gage, qui émerge pas mal depuis le début de cette saison. Enfin, il y a Hayden Hurst en tight end qui sert quand même aussi à la réception. Enfin, l'attaque globalement roule bien. Il y a eu 2-3 petits défauts à ce drop, à mon avis, qui leur fait un peu mal. De Jones justement. Ouais, de Jones qui leur fait un peu mal parce qu'à mon avis, s'il le drop pas, ça casse le momentum. Il y a quasiment touchdown derrière et c'est bon, voilà. Ça change forcément un peu le destin, mais non, l'attaque marche globalement bien. Voilà, comme tu l'as dit, il y a ce problème de coaching, de défense. C'est compliqué, quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a match au final juste parce que Dallas a les mains qui glissent en premier carton, il lâche 3 fumbles, mais il gagne des yards en fait, c'est parce qu'il conclut pas pendant 3 quarts-temps. Mais en fait, s'ils avaient fait le taf, il n'y avait pas match, quoi. Oui, non, tu as raison, la question se pose légitimement. Alors après, mine de rien, Atlanta marque aussi ses points, donc je pense que… oui. Mais tu vois, c'est un match serré quand même, quoi. Oui. Au début, il n'y a pas un 20-0. Oui, quoi. je dis effectivement, le score au début, en première mi-temps, est peut-être trop en faveur d'Atlanta par rapport à la physionomie du match. Donc, après, Dallas, on va pour enchaîner. Dallas, il y a quand même quelques lacunes défensives qui sont assez inquiétantes pour la suite. Toujours pas de pass rush après 2 matchs, seulement 2 sacs en ce début de saison. Des Marcus Lawrence, depuis son gros contrat, ça commence à faire un petit moment qu'il se bouge moyennement, on va dire. Le backfield défensif est assez inquiétant puisque peut-être celui qui a paru le meilleur, c'est le rookie Diggs qui a paru le meilleur dans cette escouade, ce qui n'est pas forcément bon signe pour le coup. Bon, voilà, ils ont de la chance parce qu'ils sont dans une division qui peut être remportée avec 6 victoires cette année, mais bon. C'est une division, alors je ne sais plus parce qu'on m'a dit, je l'ai mis dans un article hier ou avant-hier, j'ai mis c'est une division homogène, on m'a dit c'est une belle manière de dire nul. Ils sont homogènes, j'ai pas dit à quel niveau. Équilibré, voilà, j'avais mis équilibré. Non mais oui, ils ont des problèmes clairement en défense. Il y a une très belle attaque. L'attaque, ça roule, franchement, il n'y a pas… Alors, il y a quelques soucis sur la ligne offensive, mais on a des tackles soit très inexpérimentés. Quand tu vas avoir le retour si Tyron Smith revient de retour de blessure un peu plus tard, La'el Collins qui devrait revenir aussi, je pense que ça peut regagner un peu en stabilité au niveau de la ligne offensive. Mais, et rien qu'avec ça, donc même avec quelques absences sur la ligne,
dès qu'ils ont repris leurs esprits et qu'ils ont arrêté de lâcher le ballon, Oui. ils font leur match offensif. Prescott est à 450 yards et un touchdown dans les airs. Il en met 3 ou plus au sol d'ailleurs. CeeDee Lamb et Amari Cooper sont tous les deux à plus de 100 yards. Ezekiel Elliott fait son match quand même. Non, ça... Donc ils ont tout le matos. Sur l'attaque, il n'y a pas vraiment à s'en faire. Mais après, oui, la défense, elle peut faire la différence, notamment en playoff, parce que s'ils se retrouvent comme des Packers l'an dernier qui se sont fait massacrer par les Niners au sol ou des choses comme ça, ça peut vite devenir compliqué. Donc clairement, ce sera le secteur à surveiller du côté de Dallas dans les semaines à venir. Le deuxième match, c'est celui entre les Seahawks et les Patriots, 35-20 pour Seattle. C'était le match de la nuit que tu as couvert en direct. Match superbe. Les Patriots auraient pu gagner sur la dernière action, mais Cam Newton a été stoppé alors qu'il tentait d'entrer au sol dans la end zone. On peut d'ailleurs commencer par choix. Ça, est-ce que c'était pas un choix de jeu un peu prévisible, sachant qu'ils avaient fait ça plus tôt? Je t'ai vu demander d'ailleurs sur Twitter s'ils n'auraient pas pu écarter un peu des receveurs pour jouer un peu plus intox, quoi. Alors c'était prévisible. On va dire que c'était aussi compréhensible parce que 2 fois dans le match, avant Cam Newton a réussi ce genre de jeu et a marqué des touchdowns comme ça, donc forcément, et puis il est tellement difficile à arrêter Cam Newton en situation de goal line quand sa ligne fait bien le taf pour bloquer que je reproche pas à McDaniels le choix de jeu parce qu'il me semble pas du tout incohérent vu la physionomie du match. C'est juste, effectivement, peut-être qu'un ou deux receveurs à écarter pour mettre à minima le doute parce que là, c'était clair que ça allait en goal. Enfin, la balle était à Cam Newton, c'était vraiment clair. Peut-être qu'un ou deux receveurs auraient pu mettre un tout petit peu le doute, tu vois, un Julian Edelman écarté. Peut-être que ça aurait pu faire réfléchir un petit peu. Bon, c'est un choix. Après, comme tu dis, il faut avoir envie d'aller au mastic contre Cam Newton. La plupart du temps, ça passe. Donc, tu peux difficilement. Il l'a fait tellement de fois dans sa carrière, cette action. Puis, il le fait d'autant plus avec facilité, je trouve, depuis 2 semaines à New England parce qu'il a une ligne offensive, sans doute pour moi, la meilleure qu'il ait jamais eue. Je trouve qu'elle permet vraiment d'exploiter très bien son jeu de course, donc je pense que ça aide d'autant plus avec des fullbacks et des tight ends utiles comme New England, c'est en avoir depuis des années. Donc, bon. Et d'ailleurs, avant de parler des Seahawks, il faut le dire, c'est un bon match de Cam Newton qui progresse même par rapport à la semaine dernière. Ouais. Une équipe de New England qui du coup est pas là pour faire de la figuration. Il finit à 30 sur 44, 397 yards, un touchdown, une interception. Il rajoute 11 courses pour 47 yards et 2 touchdowns. Donc heureusement qu'ils l'ont signé parce qu'il fait un sacré boulot quand même. Il fait un très beau taf, effectivement. Faut revenir dessus. C'est déjà beaucoup mieux qu'en première semaine. Avec un jeu au sol en plus pas transcendant pour le coup. Non, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est vraiment le jeu aérien en attaque qui a porté New England. Certains étaient sceptiques sur la capacité de Cam Newton à le faire. Là, je trouve qu'il montre de belles choses. Très très bien aidé par un Julian Edelman qui a mis la misère toute la soirée, notamment à Jamal Adams. Ouais. Edelman vraiment d'un précieux assez important à ce niveau-là. Il a cette connexion avec Edelman. Il commence de plus en plus à trouver une Killary. Nous, on n'en doutait pas, on en a parlé assez en pré-saison. On savait que si physiquement Cam Newton tenait le coup, que ça pouvait titiller les playoffs côté New England. Et moi, je trouve, on y reviendra dans les semaines à venir, mais je pense que la division est loin d'être acquise aux Bills comme certains le pensent le pensaient, quoi. Et d'ailleurs, en aparté, parce qu'on a quand même suffisamment, justement, parfois mis en cause le comportement de Cam Newton depuis 10 ans que ce podcast existe maintenant, il a parfois été quand même assez négatif, que ce soit en conférence de presse d'après-match, après des défaites, après des choses comme ça. Depuis 3 semaines, il est d'une exemplarité qui force le respect. Il y a un truc, moi, que je regrette d'ailleurs de ne pas avoir relayé sur le site, que j'avais vu passer il y a 2 semaines, en conférence de presse. Il est positif avec tous ses receveurs. Ça parlait de Nkilari notamment, c'est pour ça que j'y pense quand tu l'as mentionné. Et là, il a encore dit hier d'ailleurs, je crois, on lui parlait des solutions au poste de receveur. Il a dit toutes les solutions, elles sont dans notre vestiaire, on va travailler avec. Je crois que c'était parce que Nkilari avait relâché un ballon en première semaine, le truc auquel je pense aussi. Oui. C'est que justement, il avait dit il n'y a pas de souci, il a fait un super bon match avant, ne voyez pas que ça. Enfin, il était hyper positif. Et clairement, alors est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est peut-être d'avoir pris une petite claque quand même, de se faire couper par l'équipe qui l'avait drafté. Il y a des choses qui jouent, tout le monde grandit. Oui, je pense qu'il y a un peu de ça, effectivement, ce côté, quand tu es MVP et que tu es coupé de ton équipe, ça ne fait pas arriver à tous les MVP de l'histoire. Ça doit forcément être un truc pour l'ego quand même, malgré tout. Être signé pour quasiment rien, seulement pour 1 an. Bah voilà, forcément, son ego en a pris un coup. Mais dans le bon sens, tu vois. Dans le bon sens. Il est reparti vraiment positif, quoi. Ouais, et peut-être que d'ailleurs, moi, je pense aussi qu'il montre
peut-être un peu plus finalement auprès du grand public, ce qu'il avait commencé à être sur la fin, mine de rien, à Carolina. Ça avait l'air d'être quand même un leader dans son vestiaire. Enfin, quand tu vois les images avec Greg Olson avant le match, qui prend Cam Newton dans ses bras, machin, certains disaient Cam Newton, c'est un pur égoïste, c'est pas un bon leader. Moi, quand je vois ces images, j'ai l'impression que c'est un leader et que peut-être que New England, finalement, lui, il arrive à le montrer mieux qu'avant. Il arrive à faire plus valoir ses qualités de leadership. Donc, c'est une belle opération pour New England parce qu'avec un Cam Newton qui progresse potentiellement de semaine en semaine, ils peuvent prétendre à des choses en AFC. Mais d'ailleurs, il y a des cas d'études presque psychologiques là-dessus. Mais ce qui est marrant, c'est que on va faire quoi là-dessus, mais sans faire dans la psychologie de comptoir. Mais tu pouvais entendre venir avant la saison des oui, il va faire n'importe quoi, comme tu disais, il a de l'ego, il a des machins, etc., etc. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi des gens comme ça auxquels tu fournis un cadre qui est structurant et dans lequel ils s'épanouissent encore plus. Et Newton a l'air de s'épanouir encore plus et d'être encore plus lui-même, mais tout en étant cadré par New England. Et en fait, des fois, ça part dans tous les sens parce qu'en fait, il n'y a pas le cadre, tu vois, à Carolina ou à Cleveland ou à machin. Et en fait, là, il est encore plus lui-même. Il arrive toujours avec des costumes improbables en conférence de presse. Il a toujours des grands chapeaux. Il sourit toujours. Il écrit toujours n'importe comment sur Instagram. Mais c'est dans un cadre où c'est contenu. Et où il peut quand même en même temps exprimer tout son talent et ça a l'air de bien marcher pour l'instant. On ne dit pas qu'il va être MVP, mais en tout cas, il n'est pas aussi enterré que ce que certains auraient voulu nous faire croire il y a encore 3 semaines, quoi. Donc voilà, là il y a quand même, je pense qu'on peut quand même oublier les discussions entre Brian Hoyer et Jared Stidham, va-t-il débuter, quoi. Je pense qu'on peut recommencer à le respecter, quoi. Bon, les Patriots ont gagné plus de yards sur ce match, mais Seattle a été d'une efficacité redoutable, plus équilibré aussi quand même. Tu l'as dit, il n'y a que 67 yards au sol pour New England, dont 47 de Newton, alors que du côté de Seattle, il y a 154 yards au sol. Et puis, Russell Wilson, 288 yards, épatant, 5 touchdowns sur 21 passes, une interception, mais je crois qu'en plus, c'est un ballon relâché. C'est un drop. Ouais. Donc, il est plus MVP-esque que jamais. La campagne continue. La campagne continue, elle a pris encore une belle, un peu plus d'ampleur face à un backfield des Patriots qui était pourtant réputé, Gilmore, Jackson, les frères McCourty, voilà. Donc non, il continue sur sa lancée, il est d'une sacrée précision à l'heure actuelle, il est bien aidé, on en parlait un peu, mais il est quand même bien aidé par des skill players très très intéressants. DK Metcalf est en train de prendre une sacrée ampleur. C'est ce que j'allais te dire. Moi, je voulais vraiment le mettre en valeur lui aussi. Les mecs pendant son combine se moquaient de lui en disant que c'est un frigo qui savait pas tourner. Peut-être, mais vu ce qu'il a mis à Gilmore sur le match. Il a vraiment bien taffé Gilmore. 4 réceptions, 92 yards, un touchdown. Des frigos comme ça, j'en prends tous les jours dans mon équipe. Franchement, il y a zéro doute. Donc non, ça. Et il faut le dire aussi, il a une ligne offensive qui est pas si catastrophique que ce qu'on pouvait avoir peur. Elle est pas top 10 de la ligue. On en est encore très loin, mais le taf est fait moyennement. Et ce qui à l'heure actuelle pour un Russell Wilson suffit. Après, le problème, il est de l'autre côté. Ça revient un peu à ce qu'on disait sur Dallas. 970 yards encaissés en 2 matchs. C'est la pire défense NFL statistiquement après 2 semaines. On parle des lacunes qui pourraient les plomber. Là, il faut que Wilson tienne un rythme fou. Il n'a pas la marge, par exemple, que peuvent avoir des Ravens ou des Steelers où l'attaque parfois peut se reposer un peu sur la défense. Même les Saints, alors ça n'a pas été le cas cette semaine, mais même les Saints, par exemple, l'an dernier, ou des grosses écuries, avaient une défense qui pouvait prendre le relais de temps en temps. Là, c'est compliqué. C'est compliqué comme tu l'as dit. La principale problème qu'on avait déjà soulevé en pré-saison, c'est ce manque de pass rush. Il y a vraiment pas grand monde pour mettre la pression sur le quarterback adverse et ça laisse une escouade aérienne qui est un peu esselée pour essayer de faire le taf. On a eu un Jamal Adams qui a pris cher face à Edelman, même s'il a fait d'autres bonnes choses dans le match, donc qui a un peu compensé. Mais c'est vrai que du coup, ce manque de pass rush en défense se fait vraiment, vraiment ressentir. Il n'y a plus vraiment le choix que de trouver des solutions internes et espérer que ça progresse au cours des semaines. De toute façon, là, ils ont la marge de manœuvre et je vois pas trop. Non, et puis il y a quelques semaines, tu pouvais encore vaguement espérer en disant ils vont peut-être faire signer un Jadavion Clowney ou un autre gars qui était disponible. Un Griffin qui était disponible, je cherchais le nom du deuxième. Mais là, clairement, c'est plus le cas. Donc, il va falloir se débrouiller. Même Ziggy Ansah, il a été pris par les 49ers. Donc, il reste pas grand monde. Il reste plus grand monde. Donc, ça va vraiment être un des points clés de l'avancée de Seattle. Après, tant que Russell Wilson tient un rythme démentiel comme ça, tout est possible. On ne s'attendait pas à ça de leur part, mais effectivement, ça va devenir un peu ce genre d'équipe qui ne pourra gagner que par l'attaque.
Ils n'ont pas une énorme marge, en tout cas, clairement. Non, la marge n'est pas énorme. Les Chargers 20, Chiefs 23, c'est la belle surprise de la semaine. À la dernière seconde, alors que personne ne s'y attendait, Justin Herbert a été aligné quarterback titulaire. Il l'a pris quelques secondes avant le match. Tyrod Taylor a dû être emmené à l'hôpital à cause de douleurs thoraciques et de difficultés à respirer. Alors visiblement, c'était à cause d'un traitement qui suivait pour des douleurs à la poitrine. Je ne sais plus s'il avait des problèmes aux côtes ou quelque chose comme ça. Mais il a fait une réaction, si j'ai bien compris, ou un problème avec des médicaments. Bon, heureusement, il va mieux, c'est le plus important. C'était pas cadeau pour Justin Herbert parce qu'on lui dit ça juste avant d'affronter les Chiefs, quand même. C'est pas Joe Clampin en face. Pourtant, il réussit un très beau match. 22 sur 33, 311 yards, un touchdown au sol, un touchdown à la passe. Il a intercepté une fois aussi. Est-ce qu'Anthony Lynn est complètement fou quand il te dit que Tyrod Taylor est toujours le titulaire, mais dès qu'il sera à 100%, c'est lui qui revient? Alors, j'espère sincèrement qu'Anthony Lynn dit ça pour que son jeune quarterback prenne pas trop la grosse tête cette semaine et picole pas trop pour fêter son nouveau poste de titulaire. J'espère que c'est la seule raison. Parce que sinon... Alors, je te dis, il a dit, avec Justin, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire dans le playbook. C'est pour ça qu'il est remplaçant pour une raison. Voilà. Alors, je ne sais pas si les trucs qu'on ne peut pas faire dans le playbook à cause de Justin Herbert, c'est être chiant. Ouais, et des passes de 5 yards. Ouais, soporifique et faire des passes de 5 yards. Parce que ça, en effet, c'est plus dur à faire avec Justin Herbert. mais moi, je le vois à l'unanimité. J'étais pas sur ce match-là, donc j'ai vu après et j'ai vu vos réactions pendant. Je voyais des gens, toi, Victor, dans la rédaction, qui disaient « Ah oui, enfin, je prends du plaisir à regarder les Chargers. » Donc, en effet, j'ai un peu de mal à comprendre quel est le concept de remettre Tyrod Taylor derrière. Écoute, ouais, je sais pas, parce que effectivement, tout n'a pas été bon dans sa prestation, mais c'est un rookie, son premier match de la saison. En plus, il n'a pas travaillé toute la semaine avec l'équipe première, donc il prend les trucs au dernier moment. Oui, il y a cette vilaine interception plutôt que d'aller prendre un first down à la course qui coûte très cher parce que ça relance totalement le momentum des Chiefs. Enfin, bien sûr, il y a plein d'erreurs, mais sur ce qu'on a vu, je ne vois pas ce que Herbert apporte de moins que Tyrod Taylor dans la volonté des Chargers de gagner des matchs cette saison. Ou alors, la volonté des Chargers, c'est de ne pas gagner de matchs cette saison. C'est d'être très moyen et d'avoir un top 5 pick pour accompagner Herbert l'an prochain. Je ne sais pas, mais c'est peut-être ça, tu vois. Parce que sincèrement, Herbert, premier match NFL, plus de 300 yards lancés. Tyrod Taylor ne l'a fait qu'une fois en carrière, plus de 300 yards lancés. Enfin, tu vois, il y a un moment, tu as une défense correcte, tu as des skill players. Enfin, qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu veux pas mettre un quarterback meilleur en titre? Enfin, je sais pas, moi ça me... En plus, je me risque à une comparaison, tu vas me dire si je dis une ânerie, mais c'est un grand quarterback, costaud, dynamique, un peu brut, évidemment, intercepté, mais il est 1000 fois plus intéressant à voir jouer que Taylor, évidemment. Et il est plutôt bien entouré. Et moi, ça me rappelle un peu le côté quarterback grand, costaud, dynamique, avec des erreurs à corriger. Ça me rappelle un peu les débuts de Josh Allen à Buffalo, où tu avais une bonne défense, où tu avais un jeu au sol. Là, tu as quand même Eckler et Kelly qui font du bon boulot avec 150 yards de E2. Joueur brut, mais à gros potentiel. Buffalo l'avait mis dedans, il a progressé petit à petit. Et aujourd'hui, on voit ce que ça donne. Ça donne un mec qui est en train de mûrir. En effet, je ne vois pas ce qu'ils ont à perdre à tenter le coup, quoi. Autant laisser le gars se développer tout de suite et apprendre tout de suite. Surtout qu'il n'a pas été ridicule. Il aurait lancé 4 interceptions, il aurait été perdu sur le terrain, etc. Voilà. Il n'a pas été atroce et il n'a pas été significativement plus mauvais que Tyrod Taylor, alors qu'il jouait le champion en titre. Donc, dur à comprendre. Dur à comprendre. Bon. Après, Anthony Lynn ne brille pas non plus par son audace en termes de coaching. Est-ce que tu aurais tenté la 4e dans ton terrain en prolongation? Oui, voilà. Sûr et certain, parce que derrière, tu rends la balle à Patrick Mahomes. Avec seulement un field goal pour gagner en plus. Oui, tu lui rends pas à Mahomes avec un touchdown à marquer. C'est ça, avec seulement le besoin d'un field goal pour gagner. Non, clairement, je l'attends. Oui. Et puis c'est le moment de dire à ton équipe jeune, allez, on y va, quoi. J'ai confiance en vous, on se marre. D'autant que les coureurs ont fait le taf. C'est une 4e et 1. Oui. C'est une 4e et 1. Il faisait le taf jusque-là. Tu as quand même pas mal d'options avec Claire, qui est un coureur capable de sortir du backfield à la réception. Enfin, tu as quand même quelques options. Même Herbert, qui est plutôt mobile en jeune quarterback. Non, c'est une drôle de décision. Ouais. C'est dommage parce que les Chargers sont menés pendant tout le match, sauf le field goal de la gagne. Mais sinon, ils ont été au score. Ils n'ont jamais été menés, en tout cas, dans le match. Et il a quand même fallu, il faut le dire, un match, quelques lancers, en tout cas, de très, très haut niveau de Patrick Mahomes pour aller chercher ce match. Et même le field goal de la gagne, il n'est pas donné, c'est 58 yards. Donc, Harrison Butker, il a fallu y aller.
Après, ça a été difficile, mais ils ont gagné. C'est plutôt l'essentiel pour le champion dans ce genre de soirée. Oui. Dans un match de division, c'est toujours un peu compliqué. Il y a eu des difficultés sur la ligne offensive avec un Mitchell Schwartz, le tacle droit, inhabituellement mauvais. Voilà, ça marchait pas très bien ce soir-là. Ils ont fait l'essentiel en allant le gagner. Patrick Mahomes a été décisif avec notamment quelques courses, des grosses troisième tentatives converties à la course. De mémoire, il y a une 3 et 16 ou 17 yards qui va chercher à la course. Comme tu l'as dit, ils font l'essentiel. Vaut mieux avoir les matchs compliqués maintenant qu'un peu plus tard dans la saison. Vaut mieux se mettre Oui, non, mais là pour le coup, je vais pas dire que c'est un match sans histoire pour un champion, mais il y aura des plus gros tests, notamment la semaine prochaine d'ailleurs, puisqu'ils jouent les Ravens, qui seront encore plus significatifs sur leur niveau. Petite pause et les autres matchs. Hey, it's Hunter Renfrow from the Oakland Raiders, and you're listening to the Touchdown Podcast. When going out with where I belong. When the days are short and the nights are long. And I walk, I never walk. Hunter Renfrow, notre gars sûr de la Raider Nation qui vont peut-être aller en playoff évidemment, mais surtout Hunter Renfrow qui a cassé ma semaine parfaite de pronostics. Je ne les remercie pas, on y reviendra. On va commencer plutôt. Alors j'ai fait un peu AFC, NFC dans l'ordre des résumés cette semaine. Les Texans contre les Ravens, 33-16 pour les Ravens. La machine Baltimore qui continue tout écraser sur son passage. 14e victoire de suite en saison régulière si on enchaîne avec l'an dernier. 230 yards au sol. C'est quoi le plus impressionnant en fait à Baltimore pour toi en ce moment, le sol ou la défense? Parce que l'attaque ou la défense, on va dire même, parce que les deux. Tout, parce que sincèrement, tout est parfaitement rodé, tout marche très bien. L'attaque, j'ai l'impression que l'attaque transpire même pas particulièrement. Enfin, je les sens pas. J'irais peut-être pas jusqu'à dire en retenue, mais pour le moment, j'ai pas l'impression qu'ils aient été poussés dans leur retranchement pour avancer le ballon. Et en défense, c'est un peu identique. Ils n'ont pas été vraiment embêtés encore. Ils ont un gros test la semaine prochaine. Non, pour le moment, tout m'impressionne chez eux. Tout marche. Voilà. 4 sacs, 13 quarterback hits, un TD défensif, un touchdown défensif. C'est pareil, costaud, quoi. J'ai cru voir passer la stat de ces 12 matchs de suite qu'ils mènent à la mi-temps. Voilà, ils déroulent leur football pour le moment. C'est bien coaché. Il n'y a pas grand-chose à... Ah, mais si tu enlèves de ton esprit les playoffs de l'an dernier, l'enchaînement là, des 14 matchs, il dégage une impression de puissance. Là, ils sont complètement dans la continuité de l'an dernier. Ils ont même quelques mecs en plus avec Calais Campbell, avec J.K. Dobbins. Là, Dobbins, il a 48 yards en 2 courses seulement. Le mec, il a 24 yards par course, petite moyenne. Ça court bien. Moi, je trouve que Lamar Jackson a progressé sur ses lancers en profondeur, notamment, qui était un de ses problèmes l'an dernier. Oui, même lui, il force pas. Il a 18 sur 24, 204 yards, un touchdown. Voilà, de toute façon, après, ça fait partie de ces 4-5 équipes pour qui, sauf blessures et catastrophes industrielles, sont en play-off, on va dire. Oui. Et on les attend de voir en phase finale. Enfin, je veux dire, c'est... Alors, en face de Sean Watson, est-ce que je devrais trouver le morceau de Cornet et la mettre seul au monde? Est-ce qu'il est toujours seul au monde de Sean Watson? Parce que là, c'est... un petit peu. Alors, je tiens à préciser que Will Fuller, le receveur numéro 1 de cette équipe, si vous avez regardé la feuille de stats, vous pensez peut-être qu'il n'était pas là, mais je vous rassure, si, il était là. Il a juste été ciblé 0 fois. Mais il a quand même fait une course pour 0 yard. Donc, Will Fuller, la relève c'est pas grave, on n'a pas besoin de DeAndre Hopkins, un choix de draft du second tour, ça nous ira très bien avec David Johnson. David Johnson limité à 34 yards dans 11 courses, d'ailleurs. Bon, non, mais c'est le désert, quoi. Enfin, c'est pas le désert, parce que Brandon Cooks et Randall Cobb font leur match, quoi, mais il n'y a pas grand-chose, quoi. Et du coup, la défense est quand même plus haut niveau de ce qu'elle était il y a quelques années. Ouais, c'est ça. Ça manque un peu d'allant en attaque et d'inventivité, on va dire, sur l'aspect offensif. Et sur l'aspect défensif, ça manque juste, je pense que c'est ça, un peu de talent. C'est pas une défense catastrophique, c'est pas une mauvaise défense, mais ça manque peut-être de talent un peu plus, notamment dans le backfield défensif. Voilà, c'est... Mais j'ai envie de te dire, pour le coup, c'est un peu comme les Ravens, mais sans le côté positif. On découvre pas grand-chose sur cette équipe d'Houston depuis le début de saison. C'est les forces et faiblesses un peu plus ou moins de l'an dernier sans DeAndre Hopkins, donc la force un peu moins forte. En plus. Voilà. Bon.
Les Steelers 26, Broncos 21. Là, on va découvrir des blessures surtout. Les Broncos ont perdu Drew Lock dans ce match. Alors, pour 3 à 5 semaines, lui, ça va. Courtland Sutton, par contre, c'est pour la saison. Finalement, la défense de Pittsburgh a fini par plier ce match qui est quand même resté accroché. Anormalement serré, ouais. Voilà, pendant un bon moment. Est-ce que quand même, moi j'ai envie de te dire, Pittsburgh n'est pas dans une belle situation au sens où l'attaque n'a pas à être excellente. Et elle a le temps de se régler parce que Ben Roethlisberger a manqué un an, etc. Et parce qu'ils ont les armes pour faire mieux que ça. Donc pour moi, ils sont en rodage. Oui, je te rejoins complètement. Ils sont en rodage. Big Ben notamment, sa ligne offensive, le jeu au sol, tout ça est un peu en rodage. Tu parlais des Seahawks tout à l'heure qui n'ont pas de marge. Eux, les Steelers en attaque ont de la marge grâce à cette défense. On a encore eu un TJ Watt impressionnant qui est en lice pour être défenseur de l'année à ce rythme-là sans trop de soucis. 2 sacs et demi encore. Ouais, non, qui est juste monstrueux. Il y a voilà, des receveurs qui sortent de partout, de nulle part, chez Claypool. Ça, faut en parler, c'est incroyable. Deontay Johnson, 92 yards, Chase Claypool à 88. Alors, il y a une réception de 84, donc évidemment, ça fait des grosses stats. Mais ils ont un panache pour. C'est l'anti-Patriots sur les choix de receveurs à la draft, les Steelers. Alors, Ils ont, je vais pas dire un bol parce que c'est pas à ce niveau-là. Non, à ce niveau-là, c'est plus du bol. Ouais. C'est qu'ils ont un œil pour les receveurs qui est incroyable. Je pense que quand les mecs ont drafté, ont échangé Antonio Brown, ils ont dit t'inquiète, dans 2 ans, il y a un mec que j'ai vu en high school qui sera là, quoi. Non, mais c'est sûr et certain, ils ont leurs scouts receveurs sont, je sais pas qui ils sont et quelle est leur formation, mais en tout cas, ils font du très très bon taf d'année en année. Clairement. Donc, tant mieux pour eux. Hein. Et du coup, ça permet quand même à Big Ben d'avoir profité toute sa carrière des squads de receveurs de qualité. Oui, non, j'allais dire en plus, je suis désolé, je t'ai interrompu, mais j'allais dire, en plus, on peut même pas dire c'est le système, c'est le machin, parce qu'il y a eu plusieurs coordinateurs offensifs, il y a eu, c'est vraiment ils ont un truc, quoi, pour les trouver, c'est incroyable. Je te coupais. Non, mais c'est incroyable, et du coup, ça reste toujours plaisant à voir à chaque fois la petite nouvelle potentielle perle pépite que trouve Pittsburgh. Mais sinon, sur le global, hein, je te rejoins, les Steelers sont en beau rodage. Et à mon avis, si ça continue comme ça affirme comme un des potentiels gros outsiders de cette conférence. Clairement. Ils seront. Je sais plus, moi je les ai même donnés loin dans mes pronos dans le fauteuil, je crois. Je me demande si j'ai même pas donné au Super Bowl, tu vois. Ma petite surprise. Mais à l'expérience en playoff. Oui. Pour Denver, perdre Locke, forcément, c'est dommage. C'est quand même censé être sa saison c'était censé être sa première pleine saison de progrès, etc. Bon, là, tu te retrouves avec Locke et Philip Lindsay à l'infirmerie. Courtland Sutton aussi out pour la saison. Von Miller aussi, a priori, sauf miracle, il pourrait revenir s'il y a course au playoff, etc. Edgy Bouille. Edgy Bouille. Tu te retrouves avec un Jeff Driscoll qui est quand même limité. Ils vont perdre du terrain dans les semaines à venir, fatalement, et ils sont déjà à 0-2. Donc, la course au playoff, c'était déjà un base case scénario. C'était vraiment le meilleur scénario possible déjà de base. Là, ça se retrouve compliqué, quoi. Le meilleur scénario, comme tu dis, pour moi, c'était la 7e place pour les playoffs en AFC, arraché sur un tie-break. Là, ça devient très, très compliqué avec ces 3-4 semaines qui s'annoncent sans leur quarterback, avec des cibles en moins, un jeu au sol avec aussi un blessé. Enfin, bon, voilà, beaucoup de blessures. Après, on voyait pas beaucoup plus pour eux, donc à la limite, ça peut être quand même, ça continue à être une saison d'apprentissage, d'expérience. Alors, pour une escouade jeune, Jared Jeudy, tout ça, bon. Ils vont reprendre un haut choix de draft pour renforcer. Ils renforceront un peu la ligne pour Drew Lock pour qu'il ne se fasse pas éclater l'épaule l'année prochaine, ce sera déjà ça. Les Titans 33, Jaguars 30. Encore une belle bataille de Gardner Minshew et ses coéquipiers. Cette fois, il a été intercepté en fin de match. Fin de match, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt quand même pour la défense de Tennessee parce qu'ils font la décision, mais ils prennent quand même 480 yards. Ouais. Ils ont vraiment eu du mal face à Gardner Minshew et à l'attaque aérienne, notamment des Jaguars. Une prestation clairement en défense moins convaincante que celle face aux Broncos, mais du coup, il faut peut-être aussi rendre hommage au taf fait par Gardner Minshew et Gruden, le coordinateur offensif des Jaguars, qui a l'air quand même d'être un peu plus inspirant en tant que coordinateur offensif qu'en tant qu'head coach. Hein. C'est un bon coordinateur quand même. J'ai un trou sur les équipes par lesquelles il était passé, mais il avait Bengals, il avait fait du bon taf avec au début Dalton Green. Il y avait des belles choses quand même en attaque proposées par les Bengals. Meilleures années, ouais. Donc non, il avait fait du bon taf en tant que coordinateur offensif et ça a l'air d'être le poste qui lui convient pour le coup.
Bon, voilà. Après, moi, ce que je retiens quand même côté Titan, c'est plutôt un Ryan Tannehill qui continue sur sa lancée de l'an dernier. Hein. Il est à 18 sur 24, 239 yards, 4 touchdowns et il est surtout ultra propre. C'est ça. Il est propre, il perd pas de ballon, il est assez clinique dans ses passes, les bonnes décisions. Il commence à avoir, il a une connexion avec son tight end Jonnu Smith. Il est en train d'en développer avec Humphries. Enfin, Et ils ont bien en fait contenu, parce que le but c'était de contenir Derrick Henry. Et les Titans ont montré justement qu'ils pouvaient être ils cette peuvent double aller faire autre menace-là. chose. Donc, il commence à avoir une attaque à double visage. On pensait qu'il était vraiment en sur régime l'an dernier. Il est peut-être un peu moins fort que l'an dernier, mais il se maintient à un bon niveau. Donc, non, c'est une bonne nouvelle pour cette équipe, clairement. Les Jaguars donc, sont toujours accrocheurs. Minshew continue de montrer qu'il est plus qu'une moustache. 30 sur 45, 339 yards, 3 touchdowns, 2 interceptions. Alors, il y a du déchet, évidemment, mais cette attaque, elle est quand même surprenante et vraiment dans le bon sens du terme. Il y a James Robinson qui est encore à plus de 100 yards au sol. Et il y a, alors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cibles qui ont reçu au moins 3 ballons. Donc en plus, ça distribue, quoi. C'est un peu ce qu'on avait déjà dit la semaine dernière, mais il y a quand même une capacité à faire participer tout le monde qui est toujours aussi impressionnante, je trouve, du côté de Jacksonville. Maintenant, le pari, c'est presque de reconstruire cette défense qui a quand même morflé le plus sur les départs, en fait. Ouais, qui a morflé le plus sur les départs. Effectivement, faut continuer à la construire. Même si, encore une fois, je trouve qu'il y a déjà quelques éléments satisfaisants. Il y a un Mal Jack qui est un peu plus libre là, au niveau des assignations en défense, qui a mis un peu en difficulté quand même la ligne offensive des Titans. Voilà, il y a Anderson dans le cornerback. Il y a de jeunes joueurs, à mon sens. Il faut encore quelques touches, mais il y a plus de potentiel dans certaines autres défenses de la ligue qu'on mentionnera sans doute après. C'est vrai. Non, mais au final, c'est vrai qu'au final, ils sont en train de se dessiner un groupe de jeunes pas vilains avec, du coup, je suppose, je n'ai pas tout le temps le nez dans le salary cap, mais du coup, ils ne doivent pas avoir en plus des gros salaires. Il y a de l'espace. Ouais. Donc, ils doivent pouvoir garder tout ça pendant 2-3 ans, les faire grandir, rajouter 2-3 touches. Enfin, ça commence à ressembler à un truc qui n'est pas inintéressant. C'est loin d'être fini, mais c'est pas inintéressant. C'est ça. Les Dolphins 28, Bills 31. Est-ce que tu es convaincu par Josh Allen? 417 yards, 4 touchdowns dans ce match. Il y a 6 touchdowns, aucune interception depuis le début de l'année. Ils ont l'attaque aérienne la plus productive de la NFL après 2 matchs. Et on sait que c'est un énorme échantillon. Est-ce que tu es convaincu par ça? Oui et non. Je reconnais clairement à Josh Allen ce qui est indéniable par rapport aux autres quarterbacks qui avaient été draftés en même temps que lui, c'est assurément celui qui a le potentiel, qui a probablement le plus progressé. Enfin, il progresse, hein, ça on peut pas lui enlever. Au niveau de la précision surtout, on savait qu'il avait un bras canon et qu'il était capable de lancer à 50 yards, ça n'a jamais été un souci. Mais là, sur ce match, il a été assez précis sur les lancers en profondeur, ce qui était sa grosse faiblesse ces 2 dernières années. Il bouge bien, donc il est en progrès. Ça a l'air d'être mine de rien, il a l'air d'avoir un côté un peu leader dans son équipe. Ça a l'air de le suivre, donc ça aussi c'est toujours une bonne nouvelle sur le poste de quarterback. Après, voilà, moi je reste un peu, je demande encore à voir sur sa capacité à passer un palier en tant que quarterback et à potentiellement être un top 10 dans les années à venir. Bon, voilà. Après clairement, tu parlais de sa progression. Évidemment, c'est pas du tout comparable puisqu'ils n'ont pas eu les mêmes conditions de jeu, ils n'ont pas eu le même entourage, etc. Et probablement que les mecs que je vais citer auraient réussi dans les conditions où Josh Allen a été mis. Mais en tout cas, le choix de le prendre juste après Baker Mayfield et Sam Darnold, ou à l'époque, je me rappelle quand on faisait la draft, c'était plutôt vu comme un truc assez audacieux, c'était assez haut. Les 2 autres étaient quand même beaucoup mieux hypés, ou en tout cas, on chantait beaucoup plus leur louange. Bah, finalement, il se tient en tout cas par rapport à ses camarades de draft. Alors, encore une fois, Sam Darnold vient d'en faire. Donc, je pense pas que Josh Allen aurait fait long feu dans ce que vit Sam Darnold depuis 3 ans, clairement. Mais voilà, mais par rapport à Baker Mayfield, par rapport à, voilà, en tout cas, il se tient. Moi, je sais pas, je l'ai mis, tu vois, dans les sons de la semaine. Ils sont en train de faire un bon truc. C'est vraiment la gestion des Bills pour le faire monter en puissance qui est impressionnante parce qu'ils l'ont vraiment entouré de mieux en mieux. Là, il a quand même un sacré groupe autour de lui maintenant avec Diggs, John Brown, Cole Beasley, même Dawson Knox pour le tight end. Donc, il a des bons coureurs en plus polyvalents maintenant autour de lui. Enfin, c'est vraiment hyper bien géré.
Après, la vraie leçon, moi, je trouve, des 2 premières semaines, c'est qu'ils peuvent gagner des matchs en attaque. Je crois qu'on l'avait déjà dit la semaine dernière en plus. Donc voilà, il a été décisif en fin de match aussi parce que Miami s'est quand même bien accroché. C'était un jour avec C'est pour vrai. Ryan Fitzpatrick. Donc dans ces cas-là, Pourquoi Miami pas. est dans les matchs quand il arrive à distribuer à 9 receveurs. Mais la bonne nouvelle, c'est vraiment ça, c'est que Buffalo gagne des matchs en attaque. Donc ça en fait. Je suis d'accord avec toi quand tu disais tout à l'heure qu'il ne faut pas enterrer les Patriots, mais sur le moment, les Bills me semblent quand même plus complet. Pas plus construit, mais plus complet. Oui, je te rejoins. Ils sont plus complets sur le moment. Je pense juste que beaucoup avant le début de la saison, on voyait un vrai gros écart de beaucoup de victoires, à mon avis, entre les Bills et les Patriots. Oui, non, pas Là, tant que ça. je pense que ça va pas se jouer à grand chose, mais on verra. Est-ce que, comme moi, tu as du mal à trouver des choses à dire sur Miami? Cette équipe ne m'inspire pas beaucoup cette année, je dois le dire. C'est pas Ouais, évident parce que Ryan Fitzpatrick, on connaît, c'est ce que je disais, là, il était dans un jour avec, Oui. donc ça fait 328 yards de touchdown, voilà. Après, si, il y a Mike Gesicki quand même. Je serais méchant de ne pas parler de Mike Gesicki qui fait un match à 8 réceptions, 130 yards et un touchdown. Ouais, qui émerge, qui avait déjà montré quelques belles choses en fin de saison dernière, qui émerge comme un des bons gros potentiels au poste de tight end pour les années à venir, ça c'est sûr. Qui sera sans doute une arme assez utile pour toi, Tagovailoa, quand il prendra le poste de quarterback titulaire. Mais je crois que c'est ça, en fait, la morale de ces matchs pour Miami, c'est que il y a un groupe de cibles qui se prépare bien pour Tagovailoa. Avec Gesicki, Isaiah Ford fait un match à 7 réceptions, Devante Parker est toujours un bon joueur, il capte encore un touchdown. Miles Gaskin, le coureur, a pris aussi 6 réceptions, donc il y a de la polyvalence. Donc je pense que ça se joue en fait là-dessus, quoi, les enjeux. Mais tant qu'il n'y a pas de Tagovailoa, on ne peut pas s'enlever, je trouve, cette impression que c'est une sorte de saison de moment de transition. Mais de toute façon, je trouve que l'intersaison prouvait que c'était une saison de transition pour les Dolphins, quoi qu'il arrive. Ça allait être, à la limite, j'ai envie de te dire que la confirmation que Brian Flores tient cette équipe. Oui, c'est vrai. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Tu sens qu'elle est tenue, elle est bien coachée, ils sont accrocheurs. C'est déjà un bon début par rapport encore une fois, à d'autres équipes dans la ligue. C'est vrai. Les Browns 35, Bengals 30. Dans les rencontres entre équipes de l'AFC, on a celle de jeudi. C'est pour ça que je reviens un peu sur jeudi. Raphaël, je te laisse en dire un mot parce que j'en ai pas mal parlé dans le fauteuil. Mais Cleveland semble avoir trouvé son identité et c'est plus le jeu au sol que les stars dans les airs. Oui, voilà, on l'avait soulevé après le premier match. On s'étonnait quand même que Nick Chubb avait touché aussi peu de ballons. Là, il est nourri par son coordinateur offensif et ça commence quand même tout de suite à aller mieux, même si faut tout de suite modérer en disant qu'il y a des trous dans la défense des Bengals et forcément la prestation offensive doit être revue dans les semaines suivantes par rapport aux affrontements. C'est jamais neutre quand même. 215 yards au sol pour l'équipe, 124 pour Chubb à 5,6 par course. Mais même le duo avec Kareem Hunt est bon. Hunt arrive à bien le soulager. Quand il a les quelques ballons qu'il a, il arrive à à bien courir, à du coup enlever de la pression aussi sur Nick Chubb. Ça court bien. Faut qu'il continue à se baser là-dessus. Tu as une ligne offensive qui est en progrès. Voilà. Après, il y a les Browns, la défense est beaucoup plus inquiétante que ce qu'on pouvait attendre. Je les trouve vraiment en dessous de ce que moi j'attendais personnellement en défense. C'est vrai que ça pourrait être mieux en tout cas avec les. Mais c'est marrant en fait, c'est toujours les gros noms qui font défaut dans cette équipe. C'est parce que tu te dis ouais, mais en défense quand même, ils ont Myles Garrett, etc. Mais bon, après, il manque du monde, je crois, sur leur corner. Non, il y a des blessés un peu. Ah non, Denzel Ward est sur la feuille de match. Je sais pas pourquoi c'est l'autre qui est blessé, si je dis pas de bêtises, le numéro 2, sur lequel j'ai un trou, qui avait fait une bonne saison rookie l'an dernier. Mais je suis en train de m'enfoncer. Grady Williams, non? Ouais, c'est ça. Voilà. Tu vois, je l'ai retrouvé. Je sais qu'il a des petits problèmes de santé. Donc... Mais après, ouais, Denzel Ward là-dessus, faire un match. Il dévie 3 passes quand même. Bon, Garrett a un sac et 3 quarterback hits. Donc, c'est peut-être même pas les. Non, c'est peut-être plus le tour d'ailleurs qui leur fait défaut. Mais je suis comme toi. C'est l'ensemble, ouais. Ouais, ça pourrait être plus verrouillé, surtout face à une équipe de Cincinnati qui reste quand même jeune, qui avait des problèmes notamment de ligne. Et il faut le dire, Kirk Cousins, excusez-moi, Joe Burrow, j'anticipe parce que j'ai vu le match suivant sur ma fiche. Joe Burrow, 37 sur 61, 316 yards et 3 touchdowns. Il faut quand même saluer ça, 61 passes lancées sans être intercepté et garder son équipe dans le match. Pour un rookie, c'est un beau boulot. C'est un très beau boulot. Non, peut-être pas très beau, j'exagère, mais c'est un beau boulot, assurément. Il confirme un peu ce qui a été vu en première semaine, que c'est un quarterback qui a quelque chose.
Tu sens qu'il y a du potentiel, tu sens qu'il va pouvoir, avec du progrès, en étant mieux entouré, aider cette équipe dans les semaines, années à venir. Il y a zéro doute. Bon, on va passer aux Colts justement contre les Vikings. 28-11 pour les Colts qui décrochent leur première victoire de la saison en étouffant complètement Minnesota. En attaque, Indianapolis gratte 151 yards au sol. Philip Rivers est limité à 25 passes. Pas grand-chose à dire sur eux. Ils ont été dans leur rôle, les Colts. Ouais, la prestation cette semaine ressemblait un peu plus à ce qu'on attendait d'eux en début de saison. Un Philip Rivers qui distribue bien sans avoir trop à faire non plus, contrairement à la première semaine. Un jeu au sol qui avance grâce à la ligne offensive qui lui ouvre des grosses brèches. Donc, une défense à un niveau un peu plus proche de ce qu'on attendait. Donc, ouais, je te rejoins, c'est ce qu'on attendait. Ouais. Par contre, Minnesota, c'est clairement une des déceptions du début de saison. 175 yards au total. Kirk Cousins perdu, 11 sur 26, 113 yards, 3 interceptions. C'est très, très inquiétant. D'autant que leur défense est en reconstruction et on voit que l'attaque ne peut pas du tout prendre le relais. Ouais, c'est vraiment alerte. Bon, on savait que ça allait être un peu difficile parce qu'on avait une escouade de cornerback très très jeune du côté des Vikings qui a complètement fait un reset, on va dire, de cette escouade. Donc on s'attendait à ce que ce soit dur, mais on pensait que le front seven, que le pass rush allait pouvoir combler un peu cette lacune. C'est pas le cas, ils sont en difficulté à ce niveau-là sur le pass rush. Yannick Ngakoue se montre pas vraiment. Il y a la blessure d'Anthony Barr qui est arrivée. Donc c'est assez dur à ce niveau-là. Et à partir de là où les Vikings l'an dernier arrivaient à avoir un bon équilibre entre attaque moyenne plus et très bonne défense, bah là tout s'écroule parce qu'en plus l'attaque, il y a la ligne offensive en difficulté. Kirk Cousins a l'air perdu sans Stephen Diggs malgré tout. Hein. Ouais. Je pense que Diggs avait un impact bien plus important que ce qu'on pouvait peut-être penser. Donc non, c'est compliqué. Et le souci, moi, je trouve, c'est qu'on est qu'en semaine 2, mais je vois... Enfin, il n'y a pas de vrais axes, de vrais signes d'amélioration possibles. Ouais, bien sûr, un peu comme tout le monde, le progrès interne après pas de pré-saison, tout ça, mais j'ai peur que ce soit des mots un peu plus profonds. Oui, je suis un peu dur quand je dis pas d'axe de progression possible parce qu'ils peuvent faire des bons matchs, évidemment. Ils ont des mecs qui ont de l'expérience et du talent, mais je pense en effet, moi, les avoir vus un peu trop beaux en pré-saison. Ouais, possible. Moi, je les voyais moyennement beaux, mais quand même un peu beaux. Mais effectivement, peut-être, je les voyais pouvoir lutter pour les playoffs. Là, ils en sont loin. Disons que moi, j'avais pas pris je pensais que ça jouerait plus facilement la continuité. J'avais pas pris la mesure des dégâts du départ de Diggs et du renouvellement défensif. Les Raiders 34, Saints 24. On passe dans les oppositions AFC-NFC. Alors, je vais dire, moi, je suis tiraillé par ce match parce que, évidemment, il y a les Raiders qui se filent vers les playoffs comme je l'ai pronostiqué, donc évidemment, je suis très heureux. Mais en même temps, les Raiders qui détruisent ma chance de faire un 16 sur 16 au pronostic. L'année dernière, c'était arrivé aussi sur un Monday Night, je me rappelle. J'avais un 15 avant le Monday Night et je me fais flinguer comme ça. Je réussirai jamais un perfect, ça me rend fou. Donc, Raphaël, je me permets de livrer ton analyse express que tu as faite sur le Slack de la rédaction ce matin, comme ça, je te laisse argumenter derrière. T'as dit brisé, cramé, carré nul. Je cite, j'ouvre et je ferme les guillemets. Ouais. Oui, bon, écoute, allez, assumons-le avec toute l'exagération propre à un chat de rédaction interne, hein, bien sûr. Oui, je suis désolé. Normalement, la règle est que tout ce qui se passe sur Slack reste sur Slack. En vrai, je crois que je l'ai partagé à quelqu'un sur Twitter, je crois, en plus. Donc, ma faute. Mais à coup pas. Non, mais en relevant, en modérant un peu le propos, j'ai revu effectivement chez Drew Brees ce qui m'avait inquiété il y a 2 ans en playoff, un manque de vélocité dans les lancers et un problème physique qui à l'époque m'avait fait dire que ça allait être compliqué. L'année d'après, il enchaîne bien, mais mine de rien, en étant blessé 4 ou 5 matchs, qui à mon avis l'avait aidé à se reposer physiquement. Voilà, je continue à être avoir un peu peur pour Drew Brees s'il joue une saison entière sur sa capacité à avoir des lancers tranchants en phase finale. On verra, l'avenir nous le dira. Vu qu'il a déjà du mal à avoir des lancers tranchants maintenant. Ouais. Après, peut-être qu'ils vont jouer encore un peu plus au sol et qu'il va un peu plus se reposer. Ce qui est certain, c'est que l'absence de Michael Thomas lui fait pas du bien. Ça, pas du bien à cette attaque, ça c'est une évidence. Bon, après, il y a rien non plus de catastrophique chez les Saints. Hein. Ils se font avoir. Il y a quand même il y a toujours des bons éléments en attaque. La défense,
se fait un peu déborder, mais il y a des bonnes choses. Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils sont pas presque? Alors, Sean Payton a dit la défense, l'attaque était moyenne au mieux, mais est-ce que la défense est pas un peu plus embêtante, en tout cas sur ce match-là? Encore une fois, c'est que 2 matchs, hein, on tire pas des. Ouais, oui, la défense est peut-être plus un peu plus inquiétante. Après, Je suis en bon, train je de, sais pas. je suis en train de regarder à quel niveau. Ouais, non, ils sont top 10 sur les yards autorisés en plus, donc sur le premier, ils n'en avaient pas lâché énormément. Ouais, je sais pas. Non, dur à dire. Après, ça arrive à toutes les équipes, hein, Oui. même des favoris font pas 16-0. Mais oui, sans dire que Breeze est crameux ou quoi que ce soit, il va avoir besoin d'être plus entouré que par le passé, où il pourra moins faire de décisions par lui-même, quoi. C'est ça, je pense que le plan de jeu, mais je doute pas sur Sean Payton pour le Oui. faire en conséquence, hein, mais effectivement, je pense qu'il va avoir un peu moins la capacité à aller chercher le match qu'il n'a pu le faire par le passé et sa glorieuse carrière. Heureusement pour eux, leur principal adversaire dans la division est un quarterback encore plus vieux. Donc, il y en a qu'un autre en NFL. Hein, ils vont pas être dépassés par la fougue, la jeunesse et les bras mitraillettes. Donc, C'est sûr. a priori, c'est une sûr, course c'est de sûr. déambulateur, la NFC Sud maintenant. Ils restent là, moi d'abord. Le premier arrivé au Montesquieu Astana a gagné. Donc, non, mais bon, après, encore une fois, ils vont avoir un peu de mou. Mais on l'a vu avec Peyton Manning, alors que c'était encore Ah ouais, c'était pire. et différent, parce que c'était bien pire. Attention, hein, Drew Brees est encore un très bon quarterback. Mais, et puis c'était différent parce que Manning avait des opérations de la nuque et tout. Mais au bout d'un moment, il faut bien que ces mecs-là nous montrent qu'ils sont humains, quoi. Tu peux pas non plus à 41 piges rentrer sur un terrain où tu prends des chocs dignes d'accident de bagnole toutes les semaines et derrière dire ouais, c'est trop facile et tout ça. Évidemment, les jeunes montrent. Bon, est-ce que tu vas donner un peu de respect à ces Raiders qui vont filer vers les playoffs? Ils marquent quand même des points sur 6 de leurs 7 derniers drives face à une défense qui était considérée comme honorable. C'est quand même pas mal. Bon, après, Derek Carr. Après, sur la fiche de stats, il est propre, hein, 28 sur 38, non, mais 82 yards, 3 touchdowns. T'as raison, c'est une équipe, faut rendre hommage, on va dire, aux Raiders. C'est une équipe de plus en plus complète. L'attaque roule bien. Moi, je reste un peu dubitatif sur Derek Carr. J'ai vraiment du mal à analyser ce quarterback parce que les stats, même les stats en carrière, hein, depuis son entrée dans la ligue, sont plutôt en sa faveur. C'est un quarterback plutôt propre, tout ça, mais je sais pas, dans le jeu, il y a toujours quelque chose qui me dérange. Il a peur de lancer sur des fenêtres serrées. Il a tendance à vraiment ne lancer que sur des receveurs ouverts. Alors, c'est pas dommageable dans le sens où, bien sûr, si ton receveur est ouvert, c'est quand même mieux de lui faire la passe, mais je pense qu'il a un peu de timidité sur ses prises de décision et notamment pour les lancers risqués qui, dans des gros matchs, à certains moments, pourrait coûter cher à son équipe parce que c'est des lancers que des Mahomes, tout ça font en fait. Ce qui est incompréhensible, c'est que c'était pas un mauvais lanceur en profondeur en plus à son arrivée. Ouais, mais ça a pris cher. Ouais. Moi, je trouve que depuis l'année où il s'est pris une montagne de sacs, il est un peu perdu, peut-être en confiance, voilà. Après, peut-être que c'est un mec poli. Moi, je pense qu'il va faire une Flacco inversée. Il a d'abord pris le gros contrat, ensuite il fera les gros playoffs. Eh ben ouais, espérons pour les Raiders. Hein, écoute, non, mais voilà. Après, la défense est de plus en plus solide et correcte. Il y a les squads de linebacker, Littleton, Kwiatkowski, désolé, Kwiatkowski, ouais, et assez prometteuse comme attendu. Donc il était pas là, hein, Kwiatkowski pour celle-là, mais effectivement, ouais. Non, mais en tout cas, ils sont globalement, ils sont en course pour une place en playoff, assurément à 2-0. Voilà. Et Gruden, on s'était assez moqué de lui, mais il a l'air quand même d'avoir créé une alchimie autour de lui. C'est vrai. Et de son groupe. Non, mais c'est vrai que cette défense qui est un peu construite de briques et de broc, et ça donne cette impression depuis le départ de Khalil Mack, évidemment, qui était une superstar, mais tu vois, avec Nicolas Moreau dans ce match qui se montre, avec Max Crosby, donc, qui n'est pas un choix de très haut rang, avec un Maurice Hurst, avec des mecs comme ça, et ça commence en effet à prendre. Alors, je pense qu'il en manque encore un peu de playmaker pour être au haut niveau, mais tant que cette attaque arrive à dérouler à peu près, bon, ils seront dans les trucs. Et puis donc je garde l'espoir d'un jour avoir raison. J'ai eu une hype Chargers à une époque, une hype Jets. On m'a jamais donné de playoff sur ces hypes. Peut-être qu'un jour ça va prendre. Je prendrai peut-être ma retraite d'ailleurs si ça va. Je partirai comme ça sous le soleil. Comme un prince. Exactement. Jets 13, 49ers 31. C'est le match des blessures. Nick Bosa, saison terminée. Jimmy Garoppolo entorse et plusieurs semaines d'absence. Raheem Mostert blessé probablement plusieurs semaines. George Kittle n'était déjà pas là. Solomon Thomas, ligament croisé aussi comme Nick Bosa, donc tous les deux on les reverra pas. Ils ont déjà signé Ziggy Ansah pour compenser ça. Alors
revenons au jeu, contre beaucoup d'équipes, ça aurait posé problème. Là, c'était les Jets, donc ça fait victoire facile. Hein. Ça fait. Bon, les gars, on a perdu la moitié de notre effectif, mais on a gagné 31-13 quand même. Hein. Donc, je ne sais pas à quoi ressemblait la causerie d'après-match. Mais pour revenir sur le fond, puisque c'est quand même l'actualité, la grosse actu de ce match, ça reste très embêtant sur le long terme dans une division très relevée pour San Francisco. Tu perds donc 2 pass rushers, ton quarterback. Alors maintenant, je crois que aux dernières nouvelles, par contre, Shanahan disait que c'était peut-être pas si grave et qu'il pourrait peut-être rejouer même dès le prochain match. Bon, après, peut-être pas de le faire jouer sur une jambe non plus, mais rien que Bossa et Thomas. Oui. C'est énorme. Sachant en plus en attaque, ils avaient déjà pas beaucoup de cimes non plus aussi, avec donc Kittle qui était blessé. Ils avaient, je crois que c'est Deebo Samuel. J'ai une erreur. Je vais peut-être dire une bêtise, mais il y avait déjà un de leurs receveurs qui était sur la liste des blessés aussi. Bon, en tout cas, c'est embêtant. Il y a gros planning forcément pour cette équipe. Est-ce que tu crois qu'avec des Cardinals qui sont déjà à 2-0, avec des Rams qui sont déjà à 2-0, avec des Seahawks qui sont déjà à 2-0, ouais. C'est compliqué. Sincèrement, l'avenir s'est clairement assombri tout d'un coup du côté de San Francisco. Ces blessures vont forcément peser dans les semaines à venir. Là, ils ont eu... Alors, de mémoire, le calendrier des 3-4 prochaines semaines n'est peut-être pas si dément. Alors voilà, Giants, Eagles, Dolphins. C'est peut-être ce qui peut les sauver. Hein. C'est peut-être ce qui peut les sauver pour le coup. Mais même ça va quand même pas être facile parce que sans Garoppolo, ça veut dire que Shanahan va quand même devoir réfléchir à un plan de jeu qui insiste sur le sol. Bon, ça va, il sait faire, mais qui insiste beaucoup sur le jeu au sol. Et c'est pas dit qu'il s'en sort tout de même juste avec ça. Et puis le pass rush, hein. Bossa, il avait quand même changé énormément de choses l'an dernier. Ouais, bien sûr. Disons que s'ils perdent les 3 prochains, ça va être compliqué à rattraper derrière vu ce qu'il y a en NFC. Mais bon. Sur le jeu, qu'est-ce qu'on peut ajouter sans trop accabler les Jets, qui livrent une performance, certes avec plein de blessures de leur côté aussi. Oui. Mais il n'y a rien qui incite à l'optimisme. On rappelle, je vais faire comme avec Dan Quinn, on rappelle qu'Adam Gase est un coach offensif et qu'il n'y a aucune direction dans son attaque. Non, il n'y a aucune direction dans son attaque. Le seul rayon de soleil, c'est leur rookie lineman offensif, Mekhi Becton, qui a fait un bon match encore, qui fait un bon début de saison. Voilà, ils ont peut-être trouvé un mec pour protéger Sam Darnold ou le prochain quarterback, j'en sais rien. Donc allez, voilà. Mais en dehors de ça, c'est vrai qu'offensivement, c'est vraiment une cata par rapport au nombre d'absences qu'il y a eu chez les 49ers, de ne pas proposer mieux, pas proposer plus. Voilà, mais bon, on ne le découvre pas. Ils ont l'air perdus au niveau du coaching. En défense, oui, ils ont des blessés, mais enfin, ils s'en prennent quand même 31 face à une équipe des 49ers progressivement décimée. Il y a cette course sur une 3e et 20 des 49ers où ils autorisent McKinnon à plus de 50 yards. Enfin, c'est désespérant. Mais ça, c'est vraiment le genre d'actions qui sont terribles parce que c'est des symboles qu'on va leur renvoyer dans la tronche. Oui, c'est terrible de concéder une 3e et 20 au sol. Non, mais voilà, écoute, il y a eu aucun progrès par rapport au premier match qui était déjà une déconvenue. Là, puis avec le lot de blessés qu'il y a, je vois pas comment tu remontes la pente. En attaque, ils sont à 277 yards, 4,5 yards par action. C'est pauvre, c'est fou parce qu'ils perdent pas de ballon sur ce match. Mais ils avancent juste pas en fait. Enfin, c'est vraiment, c'est même pas un festival de maladresse ou de machin. Puis, c'est que sincèrement, je leur souhaite bonne chance pour l'avenir parce que ils se compliquent de plus en plus la vie avec Sam Darnold parce que qu'est-ce que vaut Sam Darnold en fait? Ah bah ça, personne ne le sait. Il est tellement mal entouré que il a beaucoup de circonstances atteignantes, mais en même temps, depuis sa saison rookie, on voit pas vraiment de progrès. Et on se rapproche de sa fin de contrat rookie où il faudra potentiellement le payer comme un franchise quarterback. Qu'est-ce que tu fais à l'heure actuelle, quoi? Enfin, Et clairement, pour prendre un exemple récent, pour le coup, ils l'ont pas prolongé, mais tu vois, les Buccaneers en savaient plus sur Jameis Winston, moi j'avais l'impression. Oui, je suis d'accord. Au moins, carrément. Ouais. Donc là, c'est vrai que c'est bizarre. Il a des circonstances atténuantes tout le temps et qui sont bonnes, parce que Adam Gase, c'est quand même une des plaies d'Égypte qui sont posées sur sa carrière. Mais il y a cette histoire qu'on a publiée sur le site de la 4e et 1 qu'il n'a pas le droit de dibler
je sais pas si on se dit en français, là j'ai fait un néologisme un peu étrange, mais d'appeler, de changer, voilà, de ouais. modifier. Voilà. Enfin, tu vois, ça fait 3 ans qu'il est là, quoi. Donc, je sais que tous les coachs, même des fois avec des mecs qui ont 3 ans d'expérience ou plus, sont rigides et tout ça, mais c'est compliqué d'entendre le mec dire, ah bah non, j'avais pas le droit, c'était les ordres, il y avait un trou devant moi et je pouvais pas changer l'action, j'ai fait ce qu'il m'a dit, ça a foiré. Bon, c'est chaud. c'est dingue d'imaginer le nombre de fois, par contre, où Peyton Manning a dû modifier les appels de jeu d'Adam Gase quand il était à Denver. Il a passé sa vie à faire ça, en fait. Mais je pense que, tu sais, genre limite, à la fin, tu sais, ils ont dû lui dire, ouais, Adam, j'ai une radio dans le casque. Bien sûr, j'ai une radio dans le casque. Tu sais, en fait, le mec n'entendait même pas le coordinateur et il jouait tout seul à la fin parce que c'est pas possible autrement. Mais après, on va pas revenir là-dessus. Si, on pourrait revenir là-dessus 10 ans, mais Adam Gase, il doit remercier toute sa vie Peyton Manning d'avoir eu des boulots successifs en NFL. Bah, clairement, ouais. C'est quand même lui qui a fait sa carrière. J'espère qu'il envoie des jolis cadeaux à Noël. Ah ouais, il y a intérêt à ce que ce soit costaud. À mon avis, il devrait lui reverser au moins 20% de son salaire pour que ce soit juste. Tu vois. Ou genre, tu sais, genre, Manning devrait lui dire, bon, écoute, tu mets 20% de ton salaire sur un compte pour mes enfants. Voilà. Un truc équitable. Eagles 19, Rams 37. Est-ce qu'on n'aurait pas retrouvé les Rams qui sont allés au Super Bowl, dites donc? En tout cas, on s'en rapproche, hein, sincèrement. Offensivement, on a une équipe des Rams qui est meilleure que l'an dernier, même si l'an dernier, contrairement, je trouve, à ce que beaucoup disaient, cette attaque était loin d'être catastrophique. Ça court bien. Clairement, ce comité de coureurs fait le taf. La ligne offensive est d'un meilleur niveau. Jared Goff est propre. Ben c'est ça. Moi, il distribue bien. Ça. En fait, c'est pour ça que je dis ça. C'est que tu as une sorte d'attaque à plusieurs têtes au sol. Tu as plein de cibles. Et Jared Goff qui est dans un fauteuil pour distribuer. Là, il a 20 sur 27, 267 yards, 3 touchdowns. Il n'a pas à faire plus. Il ne faut pas qu'on lui en demande plus. Il a un Tyler Higbee qui est en train d'exploser avec 54 yards et 3 touchdowns sur 5 réceptions. Donc clairement, moi je trouve que c'est les conditions un peu de cette attaque de époque Super Bowl plus défense opportuniste. Ouais, des stars opportunistes. Comme elle a d'ailleurs été aussi à cette époque. Hein, ça n'a jamais été une défense shutdown qui bloque totalement l'attaque adverse. Ça a toujours été une défense un peu opportuniste. Voilà, ils font des coups, ils font des interceptions, des fumbles. Ils sont bien lancés en tout cas à 2-0. Ouais. Non, j'allais dire, ça pourrait être une des belles surprises de la saison, clairement. Ça peut être une des bonnes surprises de la saison. Bien sûr, on va attendre qu'ils confirment face à autre chose qu'une équipe de la NFC Est, parce que leurs 2 premières victoires sont contre des équipes de la NFC Est. C'est vrai. On va attendre, mais c'est à suivre. Mais les 2 cadors de la NFC Est. Oui, c'est vrai. Je suis un grand défenseur de Carson Wentz, mais là, 2 interceptions, aucun touchdown, alors qu'il y avait une ligne offensive qui l'aide et du jeu au sol. C'est pas très rassurant. Non, c'est pas rassurant parce que pour le coup, le retour de Lane Johnson côté droit a fait du bien sur ce match. Enfin, la ligne était quand même largement plus costaud que la semaine dernière. Il prend pas de sac. Hein. Il prend pas de sac. Comme tu dis, là, c'est dans sa prise de décision. C'est sur les 2 interceptions, il y en a une encore qui est très très affreuse dans la prise de décision. Enfin, il rassure pas du tout. L'ami Carson Wentz. Et comme la défense est pas au niveau à l'heure actuelle, défense peut-être un peu vieillissante sur sa ligne défensive, je pense notamment. Bon, bah c'est des Eagles vraiment pas bons, et plombés par Wentz, ce qui n'était pas le cas ces dernières saisons. Donc après, ça peut être un truc d'une semaine pour lui pour l'instant. Enfin, tu vois, il avait pas été, il n'a pas encore eu de gros trous d'air. Non, mais enfin, c'est quand même lui, il y a 2 semaines aussi, qui relance, les Redskins. Oui, il prenait beaucoup de sacs, mais il avait fait 2 interceptions qui étaient totalement évitables et qui avaient relancé Washington. Donc, comme tu dis, il y a du talent, donc on va pas le jeter tout de suite en disant, ah voilà, c'est lui le problème, mais il faut vite redresser la barre, hein, parce qu'à 0-2... Bah là, oui, leur chance, c'est qu'ils sont qu'à un match du leader dans cette division. Et qu'ils les ont pas encore affrontés. C'est pas la NFC West, là, en clair, en termes de retard. Non, c'est sûr. La NFC West, si on y retourne, qui jouait la NFC Est, les Cardinals 30, les Washington 15, la football team. Soirée tranquille pour les Cardinals, excellent Kyler Murray, un touchdown à la passe de haut sol, il n'y avait pas photo. On a vu les lacunes de Washington, notamment en attaque, où il y a peu de monde en dehors d'un super Terry McLaurin qui se démultiplie, 7 réceptions, 125 yards, un touchdown, mais tout le reste c'est en chantier pour cette attaque. Tout le reste c'est en chantier, le jeu au sol c'est compliqué, la ligne offensive a perdu Brandon Scherf, c'est plus compliqué que prévu. Dwayne Haskins, ça a l'air d'être très limité quand même. Hein. Sincèrement, pareil, lui, depuis sa moitié de saison de rookie, on ne voit pas particulièrement de progrès.
C'est assez lent dans la lecture, dans la prise de décision. Bon. Oui, heureusement qu'il a Terry McLaurin. Après, là, ça donne 19 sur 33, 223 yards, un touchdown. Il prend 4 sacs. Mais ça reste difficile à sonder. Après, c'est un peu comme des Darnold dans une moindre mesure, mais des joueurs qui sont dans des contextes tellement chaotiques c'est sûr, que ça en devient difficile à juger. Après, encore une fois, le propre d'un bon joueur et d'un bon rookie, c'est qu'il arrive dans une équipe qui, par définition, est pourrie. Donc, il est censé aussi aider à remonter le niveau. Donc, si au bout d'un moment, il n'aide pas non plus à remonter le niveau, c'est que ça en dit quelque chose sur lui. Quand on voit ce que fait Bureau, par exemple, dans l'impression. Dans l'impression, non, mais c'est sûr. C'est problématique. Ouais. L'impression dégagée est vraiment. Voilà, il y a un monde. Il y aura des plus gros tests pour Arizona, a priori, mais ça fait 2-0 avec une belle attaque, une défense qui a des playmakers, on l'a dit, il y a 4 sacs, une interception. C'est intéressant. Pour l'instant, ça tient ses promesses, Arizona. C'était une des promesses de l'intersaison. Ouais, c'était une des promesses de l'intersaison. On attendait de voir cette attaque. On la voit, elle est agréable à regarder. Il y a un Kyler Murray qui est assez tranchant au jeu aérien et qui fait les bonnes courses, 8 courses, mais il en fait des très importantes de touchdowns à la course. Enfin, il fait les bons choix. Et la défense monte en régime. Un bon match. Alors après, moi, j'attends de voir quand même cette défense face à une autre attaque, clairement. Mais ils sont bien. Ça peut être une des belles surprises de la saison, c'est sûr. Je fais un petit aparté, je peux pas m'en empêcher. Raphaël, je pense que les auditeurs diront qu'on entend des trucs derrière toi. Je sais pas s'il y a une invasion zombie dans ta rue, mais alors, écoute, il y a des bruits incroyables. J'ai l'impression qu'il y a un mec qui fait le kéké avec sa moto. Soit c'est ça, soit j'ai mon voisin qui s'apprête à me couper à la tronçonneuse. J'espère que c'est le premier, du coup. Je me dis, il y a des bruits depuis tout à l'heure. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui hurlait, mais c'est un moteur. Non, d'accord. Bon, au moins, je sais. D'accord. Par contre, si t'as pas de nouvelles demain, c'est que c'était le voisin. Ça marche. Buccaneers 31, Panthers 17. Tom Brady seulement maintenant, tu te rends compte, dans l'avant-dernier match. On parlait de hype d'intersaison, mais c'est parce que c'est pas un super match de Tampa. C'est une victoire quand même, surtout défensive au final. 4 ballons arrachés, plus de 100 yards pour Leonard Fournette. Et j'ai envie de dire que c'est presque une bonne recette. C'est un peu comme Pittsburgh, c'est-à-dire que la défense et le jeu au sol l'aident. Alors lui, il n'était pas blessé l'an dernier comme Ben Roethlisberger, mais au moins ça laisse le temps à Brady de se régler. C'est ça, ça laisse le temps à Brady et à cette attaque plus globalement, parce que il y a quand même encore tu vois, par exemple, on voit un Rob Gronkowski qui trouve pas sa place. Ah il a disparu, ouais. Voilà, ça laisse le temps du coup à cette attaque de se roder. La défense qui est au niveau attendu par certains, qui a vraiment progressé. Todd Bowles, encore une fois, pas un bon coach, mais très bon coordinateur défensif sans aucun doute. Donc c'est une prestation dans la continuité presque de la semaine 1 où on voit qu'il y a du potentiel dans cette équipe en attaque en défense. Ça progresse. C'est pas encore au très haut niveau, mais c'est sur de bonnes rails. On va voir. Leonard Fournette qui passe donc les 100 yards pour son deuxième match avec les Buccaneers. Bon, vous savez, c'est un bon coureur quand même quand il est motivé et quand il est dans les bonnes conditions. Du côté des Panthers, évidemment, il y a la blessure de Christian McCaffrey. Alors lui, c'est en semaine, c'est pas en saison terminée, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Après, honnêtement, je suis peut-être fataliste, mais parce que déjà, je croyais pas en eux à la base, mais ça change pas grand-chose au destin de cette franchise. Ils sont à 0-2. Le Bridgewater Project, pour l'instant, c'est 2 interceptions, un fumble dans ce match. Donc, j'ai du mal. Alors, je ne sais pas si c'est comparable. Il aurait fallu que Grégory soit là. Mais l'an dernier, on nous vendait Cliff Kingsbury, Kyler Murray, révolution universitaire, Kingsbury, patati patata. Là, cette année, c'était un peu matroule, la mode de l'année venant de la fac. Et donc, la nouvelle révolution, patati patata. Je trouve ça un peu moins convaincant que Kingsbury l'an dernier. Parce que Kingsbury, ça perdait, mais tu voyais des éléments, tu voyais un truc. Kingsbury, effectivement, je suis pas convaincu. L'an dernier, tu voyais quand même une équipe d'Arizona qui était l'équipe qui jouait le plus avec 4 receveurs écartés. Enfin, tu sentais qu'il y avait une patte, il y avait clairement quelque chose. Là, tu vois l'attaque de Carolina, il n'y a pas de style particulier. Non, c'est ça. Il n'y a rien qui saute aux yeux. Après, DJ Moore et Robbie Anderson font des matchs à 109, 120 yards. Il y a de la stat, mais c'est pareil, il n'y a pas la conclusion. Il y a 17 points au bout, donc il y a des ballons perdus. C'est poussif, mais pour moi, c'est une équipe en reconstruction. Donc, pareil. Moi, je les avais au fond de la ligue. Donc, sans McCaffrey, ça devrait gagner encore moins de matchs. C'est une équipe en construction, voilà.
Après, sans être fataliste, McCaffrey, avec la charge de boulot qu'il avait l'an dernier et ce qu'il lui me préparait Ça encore doit pour arriver, cette quoi. année, ouais, il y a un moment où il fallait que ça pète, de toute façon. Malheureusement. Bears 17, Giants 13. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'équipe en construction, mais on peut dire que ce match a déconstruit ma joie de vivre. Les Bears ont joué une mi-temps, les Giants la seconde. Saquon Barkley s'est fait les croisés. Franchement, j'espère que, en dehors des supporters des Bears et des Giants, pour lesquels j'ai beaucoup, beaucoup de compassion, j'espère que tous les autres n'ont pas eu à subir ça. Je pense que si un mec te disait c'est le premier match que je regarde, c'était le dernier. Ouais, c'est pas facile. Alors, New York a failli gagner sur le dernier drive, parce que c'est ça le pire. Et pour moi, c'est toute la leçon de ce match, c'est que Mitchell Trubisky continue d'être une énigme. Il joue décemment en début de match, il y a quelques belles passes, il y en a même une qui est relâchée par un receveur. Tu te dis mince, quand même, il gâche alors que Trubisky est bon et tout. Et puis après, plus rien, quoi. 0 points en deuxième mi-temps face à une défense qui est quand même. Ça va, c'est pas Ray Lewis et les Ravens 2000. Donc, a priori, tu vois, genre, le mec était pas en train de se faire dessus à la mi-temps. Genre, il faut que j'y retourne. Oh là là, comment je vais pouvoir assumer les 17 points que j'ai mis en première mi-temps. Et pourtant, il n'y a rien quoi derrière. Donc, Non, ouais. moi, je sais vraiment pas. Ils sont à 2-0, les Bears, quand même. Ouais, ils sont à 2-0 parce qu'à mon avis, ils rencontrent deux équipes plus ou moins dysfonctionnelles. Enfin, clairement, ça les aide. Dysfonctionnelles, c'est sûr pour les Lions. Les Giants, avec le nouveau coaching, je n'oserais pas dire qu'ils sont dysfonctionnels. C'est juste que l'équipe manque de talent, Oui. notamment en défense. Après, pour moi, ça reste le même Trubisky. Il va pouvoir faire 2-3 belles actions, de faire croire que ça marche. Mais en fait, non, il ne peut pas conduire cette équipe. Et c'est dommage parce que tu as quand même une défense globalement costaud qui s'est bien reprise par rapport au premier match. Bon, voilà, les Bears vont en gagner quelques-uns comme ça face aux faibles. Ils gagneront quelques matchs comme ça face aux faibles, mais ça ira pas plus loin. Ils gagnent que 304 yards au total contre la défense des Giants, quand même. Mmh. Ce qui est... A priori, bon, si t'es poli, les Giants, tu leur en colles 400, tu vois. C'est le minimum vital quand tu arrives à New York. Tu vois, si tu viens jouer dans le stade de New York, quelle que soit l'équipe, normalement, tu dois grailler un peu, quoi. Tu repars pas avec 17 points, une victoire un peu timide comme ça. Tu y vas, tu te sers. Ou alors, tu fais comme les 49ers. Tu dis, on blesse la moitié de nos gars, mais on vous en colle 30 quand même. Donc, mais je suis d'accord. Ouais. Là, je sais pas. Alors, du coup, tu me titilles à dire ils vont gagner contre les faibles. Je regarde leur planning. Ils ont les Falcons la semaine prochaine. Ils peuvent pas gagner ce match-là, par exemple. Ils vont prendre 400 yards. Non, pareil, je pense qu'ils ne le gagnent pas du tout. Ouais. Enfin, après, c'est Atlanta, donc c'est pareil. Il y a des manières de perdre. Mais derrière, ils vont jouer les Colts, les Buccaneers, les Panthers, les Rams, les Saints, les Titans. Ça va se corser à un moment. Oui, non, mais ça va se corser. Ça se réadoucit un peu sur la fin du planning. Il y a du Texans, Vikings, Jaguars, Lions. Mais avec les Packers qui sandwich tout ça. Mais il va y avoir un petit passage. On sort de Tour de France, il va y avoir une montée un peu raide à mon avis. Quand ils vont enchaîner Colts, Bucks, alors il y a les Panthers au milieu, mais derrière Rams, Saints, Titans, Vikings, Packers. À mon avis, là, il risque d'avoir un peu de courbature et de douleur dans les mollets. Là. Bon, en tout cas, ils ont gagné ce match-là. On rigole un petit peu, évidemment. On se détend, c'est le 16e. Mais je vous dis, pour avoir regardé celui-là, c'était quand même compliqué. On n'a pas parlé du coup trop des Giants. Bon, c'est un peu, j'allais dire, c'est quasiment copier-coller de Carolina. C'est-à-dire qu'on n'attendait pas grand-chose. En plus, t'enlèves leur coureur vedette, t'attends encore moins, quoi. Oui, t'attends moins. À la limite, peut-être, ce qui est pas plus mal, c'est que ça va forcer le play calling à mettre plus de responsabilités entre les mains de Daniel Jones, quarterback de deuxième année, le tester un peu plus. Moi, je trouve ça pas plus mal à quelque part de mettre plus de... Parce que ce qui peut être le défaut d'un joueur comme Barkley, McCaffrey, c'est que finalement, des fois, il vampirise peut-être un peu le play calling. C'est vrai. Avec tendance à mettre moins de pression sur leur quarterback, sauf que à un moment, si tu veux savoir ce que vaut ton quarterback, faut lui mettre le ballon entre les mains. Donc, au moins, Jones va pouvoir montrer ce qu'il vaut sans Barkley, quoi. À la limite. Et puis, c'est tout à son honneur d'avoir une bonne réaction, d'ailleurs, sur cette deuxième mi-temps. C'est pas évidemment flamboyant, mais il remonte. Je trouve que Jones, alors il a ce défaut de fumble et de perte de ballon presque Manningesque. Le Eli, pas le Peyton. Mais je trouve que mine de rien, il montre du caractère. Il y a un jeu aérien qui est pas ridicule à New York. Il montre des choses. Ouais, il distribue. Darius Slayton, John Lewis, Golden Tate, Evan Engram, Sterling Shepard. Encore une fois, on a un peu rigolé sur ce match, mais il y a des trucs. Après, c'est des effectifs qui sont quand même très très peu profonds sur des équipes comme les Giants, qui font que ça c'est limité à un moment ou à un autre. Et c'est pareil. Bon, eux sont déjà faibles. Si tu regardes leur planning, là par exemple, eux ils vont la première victoire, ils risquent de l'attendre au moins 3 semaines parce que derrière ils jouent 49ers, Rams, Cowboys. Bon,
ça risque d'être Ouais, compliqué. pas facile. Il y a un match avec Washington qui devrait être plus abordable. Derrière, Eagles Buccaneers, re-Washington, re-Eagles, Bengals. Bon, là, il y a un petit creux, mais ils vont pas aller en chercher beaucoup. Et oui, ça va être maintenant, là, on va regarder le développement de Daniel Jones pour les semaines à venir. Voilà pour pendant que la tronçonneuse est encore en marche. Voilà pour les matchs de la semaine. Et on passe au top et au flop. Je m'excuse d'avance, je suis pas très inspiré sur ces top et ces flops. J'espère que. Ouais, pareil. Hein. Ah ouais, voilà, Ouais, j'ai pas. Mais parce que mine de rien, si on fait 15 sur 16 sur les pronos, c'est aussi que ça n'a pas été une semaine avec beaucoup de surprises. Non, c'est sûr. Donc voilà. Ton top. Bah, mon top, c'est assez global, mais c'est la série de matchs de 19h de ce week-end. Je trouve qu'on a pris quand même. Alors, il n'y a pas eu de surprise au niveau des résultats forcément, mais on a eu une belle, bien un football total, j'ai presque envie de dire. On a eu des grosses actions, des blessures, du drame, des prestations honteuses comme on aime bien de temps en temps aussi en voir. Vrai. Je pense à celle des Jets. On aime bien quand même de temps en temps voir des équipes assez ridicules, histoire de pouvoir bien clasher pendant le podcast. Donc, j'ai trouvé qu'on avait eu pas mal de qualités, voilà, globales, dans le mot négatif et dans le positif cette semaine à 19h. Donc, ça faisait longtemps que je m'étais pas autant éclaté devant une séance à 19h. Mais tu sais que j'étais en train de me dire aussi, et notamment en voyant ces équipes un peu ridicules, je trouve qu'on est devenu un peu plus, pas soft, mais sobre sur les podcasts parce qu'il y a quelques années, on collait quand même des jingles, des génériques de Benil et des trucs comme ça sur Ouais, on certaines était un peu plus équipes. dur. Ouais. Je pense que on s'est adouci quand même. Je sais pas si c'est l'âge ou quoi, mais on s'est adouci. En top, moi j'ai rien de Tannehill parce que je pense l'avoir. C'est justement un petit peut-être mea culpa parce que je pense l'avoir bousculé quand même pas mal pendant pas mal d'années. Et là en fait, il semble juste avoir trouvé sa place, qui est loin d'Adam Gaze en l'occurrence, comme beaucoup de monde. Non mais il a de la régularité, il a de la solidité. Tu le disais, on se demandait s'il était en sur-régime l'an dernier. C'était quand même une question légitime parce qu'on l'avait jamais vu à ce niveau-là pendant aussi longtemps. Ouais. Et puis finalement, ouais, il dégage quand même de la sérénité maintenant, et tant mieux pour lui. Encore une fois, parfois on bouscule ou on dit qu'un tel ou un tel on va faire un mauvais match, mais on souhaite jamais de mal, et tant mieux si les mecs nous font mentir après coup. Et là, c'est cool, quoi. Tannehill, il a l'air d'avoir vraiment trouvé une solidité. Et clairement, d'ailleurs, je pense les avoir sous-estimés quand on faisait les previews, si je dis pas de bêtises. Les Titans sont probablement clairement la meilleure équipe de la FC Sud au moment où on se parle. Voilà, ils seront jamais les plus glamour. Tu vois, ils n'ont pas JJ Watt avec qui agite son drapeau américain dans tous les sens. Ils n'ont pas la moustache de Gardner Minshew. Ils n'ont pas Andrew Luck à l'époque. Enfin, tu vois, il y a toujours eu des équipes plus glamour qu'eux en AFC Sud. Mais sûr. Du coup, chapeau à eux parce qu'ils sont pas les plus glamour, mais ils sont les plus solides en ce moment. Donc moi, j'irai vers eux. Je vais pas troller, tu vois, on parlait d'être méchant et tout, je vais pas troller en disant que mon top c'est la signature de Blake Bortles qui va relancer Denver et tout ça, parce que j'ai fait assez de blagues sur le site et j'ai la fenêtre ouverte à côté de moi, 39 commentaires au moment où on enregistre, donc voilà, cette opération de troll a fonctionné visiblement. Je précise à ceux qui n'ont pas encore lu que c'est pour rire. C'est pareil, hein, je trouve qu'on était plus incisif par le passé sur le site. J'avais l'impression d'écrire plus d'âneries pour rigoler de temps en temps. Et donc, peut-être que les gens ont moins l'habitude, il faut que je le refasse plus souvent pour je pense que c'est ça. Pour remettre dans le fond un peu d'ironie et de sarcasme. C'est ça. Le flop, je te laisse commencer. Eh ben, le flop, désolé pour lui, mais c'est Carson Wentz. Deux prestations très très compliquées. Pas loin sur ce qu'il a montré d'être top 5 pire quarterback de la ligue pour le moment après 2 matchs. On n'attendait pas ça de lui. Et ça commence, je vais pas dire à virer en autre boudin, mais entre les playoffs ratés chaque année pour blessure, ce début de saison compliqué, disons que le train qu'il avait l'air d'avoir lancé sur sa première saison rookie, très bien, le train a l'air un peu de dérailler lentement, mais progressivement. Oui, je vais rester plus optimiste sur Vance. Je vais attendre quelques semaines, voir la saison. En flop, je disais, j'ai pas été très original, mais je prends les Vikings parce que c'est clairement pour moi, après 2 semaines, la déception de la saison. En tout cas, l'équipe que, encore une fois, je pense qu'on avait vu un peu trop haut et qui a finalement peut-être beaucoup plus de pépins et de choses à régler qu'on ne le pensait. Dans un peu tous les secteurs d'ailleurs, parce que tu vois, on parle de Cousins, mais leur jeu au sol qui était quand même l'an dernier le moteur d'Alvin Cook qui voulait son gros contrat, etc. Voilà, ça
monte pas non plus dans les tours. Donc ouais, c'est une des déceptions clairement. Et dans une division où, pour le coup, à l'inverse, les Packers ont l'air. Et je suis en train de me demander si on n'a pas oublié le match des Packers. Packers Lions, ouais. Mais oui. Oui, oui. Alors attends, j'ai fait une énorme erreur de copier-coller quelque part dans mes notes. Exact, t'as raison. Et j'ai dû faire un coupé pas collé. Tu sais que du coup, on va même pas. Ouais. Et ouais, Ouais, j'ai ouais. oublié les Packers. Ouais, ouais. Bon, alors vas-y, on fait en flop. Donc moi-même, d'avoir oublié les Packers, comme ça fait déjà tout de suite amende honorable. Et donc on débrief. Bon, après, il n'y a pas mille choses à dire sur ce Non, match. en 2 mots, de Packers qui continuent sur leur bonne lancée attaque et défense de la semaine 1. Hein. Et puis une équipe de Détroit qui a l'air toujours perdue. Voilà. Oui, bah, c'est vrai que non, mais les Packers font un super début de saison avec un Aaron Jones qui marche sur tout le monde. On parlait de coureurs qui méritent un gros contrat. Bon, là, il est pas mal. En plus, il prend 4 réceptions en prime. Il marque 3 touchdowns au total. Enfin, c'est la totale. Rodgers à l'aise là dans un rôle où justement il n'a pas à forcer. Il est accompagné par ce jeu au sol. C'est magnifique. Si les Packers ils peuvent enchaîner comme ça, clairement, ils seront une des équipes À suivre. très Ouais. très dures à jouer dans la NFC. Et puis en effet, bah, les Lions, malheureusement, il y a quand même rien de neuf sous le soleil, avec une attaque qui fait le minimum. Enfin, tu vois, Stafford se débrouille comme il peut, mais en plus, il manque Kenny Golladay sur ce match. Et puis bah, la défense, du coup, elle a pris le bouillon. Et c'est un peu la même chose qu'avec Dan Quinn et Adam Gaze. Matt Patricia, c'est un coach défensif. Bah voilà, ça ne marche pas. Donc, les conclusions, on laissera Greg et Raoul les tirer. Ça me permet de faire un teasing pour la prochaine émission, puisque les Packers ont mis 488 yards dans ce match. Et donc, la prochaine émission, donc jeudi, ce sera évidemment notamment consacré dans le débat au coach en danger déjà après 2 semaines de NFL. Mes énormes excuses aux supporters des Packers et des Lions. Je ne sais pas pourquoi ils ont disparu de ma fiche et qu'on ne les a pas fait. A priori, ils seront peut-être dans les 3 affiches de la semaine pour se faire pardonner la semaine prochaine, puisqu'ils jouent les Saints. Un petit Packers Saints. Ah oui, possible. Ouais. Ça devrait être dans les affiches de la semaine en débrief. Sinon, il y a un Packers Buccaneers qui arrive en semaine 5. Enfin, bon, a priori, on en reparlera. On en reparlera en long, en large et en travers. Bon, c'est sur ce petit mea culpa et mes excuses qu'on termine cet épisode numéro 362 du podcast Jean Actu. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Alors, énorme merci parce qu'il y a eu plein de monde ces derniers jours. Vraiment, un énorme merci à vous. Je rappelle que dans les contreparties Tipeee, maintenant, vous pouvez recevoir des stickers TDA. On vous envoie des petits packs. Il y a même un petit stickers Channel Random en cadeau avec. C'est le petit cadeau bonus. Et il y aura bientôt, alors je ne les ai pas encore mis dans les contreparties Tipeee, mais il y aura bientôt des sous-verts pour les. Alors, je dis pour la bière, mais ça peut être pour tout et n'importe quoi. C'est des sous-verts avec le logo TDA. Donc, énorme merci à Yorg21, Arthur, Sandrine, Black Noir, Soadown 90, Théo, Nico, Flo, Giants Man, Alexandre, Silver and Black 1350, Benjamin Pandolfo, Dogo, Bébé Ours, Karumbal et Télé Hachoum. Merci à tous, évidemment, de nous soutenir. Ça nous fait évidemment très très plaisir. Je me permets de renouveler ma petite explication de la première semaine, mais pas d'inquiétude si vous entendez une pub avant et après l'émission sur vos Spotify et plateformes de diffusion, etc. C'est tout à fait normal. C'est des annonces en automatique qu'on a et qui nous permettent d'avoir une petite rémunération, notamment quand on n'a pas d'annonceur direct dans l'émission. Et au rayon d'ailleurs des petites explications et surtout une excuse, c'est pour ceux qui ont regardé le replay du fauteuil sur YouTube. C'est un peu hors de ma volonté, c'est-à-dire que par défaut, les vidéos sont monétisées sur YouTube, mais apparemment sur les replays du fauteuil, ils mettent des annonces hyper régulièrement, c'est-à-dire que tu peux avoir 10 ou 20 pubs qui coupent la vidéo sur 1 heure, et donc en fait il faut que je fasse la manipulation manuellement de démonétiser la vidéo moi-même. Et je ne manquerai pas de le faire les semaines prochaines parce que c'est insupportable à regarder, je le comprends très bien, donc aucun problème avec le fait que vous nous ayez fait la remarque et que vous m'ayez envoyé des messages. Vous avez eu tout à fait raison, je m'en excuse parce que c'est en effet complètement regardable. Apparemment ça le fait plus sur les mobiles que sur le desktop ou que quand tu le Chromecast, donc c'est vrai que comme je ne suis pas toujours sur mobile, ça m'avait un peu échappé, mais il faut que je prenne le réflexe. J'ai déjà démonétisé les 2 premières et on fera pareil avec la suite parce que c'est franchement gérable. Merci beaucoup, en tout cas encore une fois à tous ceux qui nous soutiennent, et donc n'hésitez pas à les rejoindre, tipeee.com, Tipeee c'est avec 3 E /Touchdown Actu. Merci beaucoup Raphaël. Merci à toi. On te retrouve sur Twitter notamment @Raphaël_TDA, pour le site @TDActu, Facebook @TDActu aussi, Instagram @TouchdownActu en entier, Atala Mattei pour moi-même sur Twitter, même si je dis pas grand-chose, et le site évidemment, vous pouvez retrouver toute l'actu de la NFL sur touchdownactu.com. On se quitte en musique évidemment avec le générique de Kickban qu'on remercie. Merci à tous, à jeudi pour la prochaine émission. Ciao ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes dans TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit.